Bonjour. Nous allons nous intéresser dans cette capsule aux activités préparatoires de l'enseignant, ce qui nous permettra d'imaginer celles que réaliseront les élèves au cours du processus d'apprentissage. Voici tout d'abord une situation pédagogique fictive. Nous allons vous demander de la lire, de prendre un petit temps pour cela, ensuite de donner votre avis par rapport à celle-ci. Comment l'évaluez-vous ? Par rapport à cette situation de départ que vous venez d'appréhender, comment peut-on prendre du recul la concernant ? Pour comprendre la situation décrite, on peut s'appuyer sur un principe de base que Biggs et Tang nomment l'alignement pédagogique. Il s'agit de mettre en cohérence les compétences à développer, les tâches proposées aux élèves et la façon dont les apprentissages sont évalués. Elle implique de rendre l'apprenant actif dans la formation et de réfléchir à cela dès le départ et de clarifier son activité. C'est ce qui permettra qu'un apprentissage significatif se réalise. L'importance de la tâche renvoie à l'idée que la connaissance est toujours le résultat d'une construction de la part de l'individu qui apprend. Dans la situation présentée dans la dia précédente, on observe qu'il y a un souci d'alignement et de cohérence. Les compétences visées, l'analyse de l'article de presse, ne correspondent pas aux tâches proposées en cours d'apprentissage. On demande aux étudiants de répondre à des QCM pendant les séances en auditoire. S'il peut être utile de clarifier les définitions des concepts en cours d'apprentissage à l'aide de boîtiers de vote, il importe également, et surtout, de guider la tâche des apprenants vers la démarche d'analyse qui est visée. Il faudrait donc leur proposer des activités qui les poussent à analyser, plus qu'à montrer qu'ils maîtrisent les définitions. Dans cette capsule, nous allons essayer de découvrir différentes ressources pédagogiques qui permettent de mieux articuler ces différentes dimensions, en nous focalisant plus particulièrement sur la définition d'une compétence et sur l'élaboration de tâches associées à ce développement. L'évaluation a été traitée de manière plus approfondie dans une autre capsule. Il y a 3 piliers. Comment s'articulent-ils ? On peut se référer à Hattie. Il importe de clarifier les intentions pédagogiques, c'est-à-dire les compétences, les objectifs à atteindre, à la fois pour l'enseignant et pour les élèves. Cette clarification doit amener l'enseignant à définir avec précision la compétence qu'il va développer. De quelle manière il va savoir que la compétence est maîtrisée, et donc de quelle évaluation il s'agit. Et surtout, ce que les apprenants doivent réaliser en cours d'apprentissage, c'est-à-dire les tâches pour atteindre l'objectif. Les travaux de John Hattie montrent un effet positif de cette clarification entre les objectifs, les tâches et l'évaluation. Donc l'alignement pédagogique que nous avons présenté juste avant, sur la qualité de l'apprentissage au sein des classes. Ces travaux montrent aussi un effet positif qui se traduit par une réduction de la dispersion entre les élèves. Il y a de moins grands écarts de résultats entre eux, pour le dire autrement. Quand les enseignants ont d'une part défini avec précision les objectifs, et d'autre part, quand les élèves sont informés de ceux-ci. En quelque sorte, les élèves ne doivent plus deviner ce que l'on attend d'eux. Ils sont informés précisément sur quels apprentissages ils doivent porter leurs efforts. Cette démarche passe donc par une communication initiale qui précise la compétence ciblée. Comment elle sera évaluée et quelle est surtout l'utilité des tâches proposées pour atteindre ces objectifs. Comme nous l'avons découvert dans la capsule relative à la communication d'information avec les principes de Meyer, l'apprenant doit mettre en œuvre un processus qui l'amène à sélectionner les informations, à les organiser en une représentation cohérente et à les intégrer ensuite aux connaissances déjà acquises, le déjà là. La méca-analyse de Hattie met d'ailleurs en avant que le temps effectif qu'un apprenant passe sur la tâche d'apprentissage a un effet de 0,62, ce qui constitue un impact important. Pour clarifier ce que les élèves doivent mettre en œuvre, un outil particulièrement utile peut être trouvé dans les modèles taxonomiques.
Ces modèles différencient les différents niveaux d'appropriation, de précision, de complexité d'un contenu. Répéter la méthode que vient de décrire l'enseignant est d'un niveau de complexité complètement différent d'une activité dans laquelle il faut choisir quelle méthode est la plus appropriée à une situation donnée. Les taxonomies permettent d'une part de situer avec précision le niveau d'acquisition attendu chez l'élève par rapport à un contenu, et d'autre part, ils constituent des outils pour générer des tâches cohérentes par rapport à ce contenu. Alors, pouvez-vous nous citer l'un ou l'autre de ces outils taxonomiques? Le premier qui me semble intéressant de mettre en évidence est le modèle de Bloom. Il propose une classification des opérations mentales sollicitées chez les apprenants. C'est ce que nous allons nommer les capacités dans la suite de notre capsule. Sa hiérarchisation s'organise sur 6 niveaux qui vont de la simple restitution à la manipulation complexe du contenu, comme je viens de l'illustrer précédemment. Ok, mais pouvez-vous nous en dire plus sur ces différents niveaux et éventuellement les illustrer un peu, nous donner quelques exemples? Oui. Alors, le premier niveau fait référence au rappel direct de connaissances. On peut l'associer à des capacités de définition et de rappel. Par exemple, je définis le principe découvert, ce qu'est une fraction. Le deuxième niveau, la compréhension, est plutôt à mettre en correspondance avec la capacité à reformuler les informations d'une autre manière, montrant un degré d'appropriation plus élevé que la simple connaissance. Je redis par exemple avec mes mots pour expliquer un principe. J'explique qu'une fraction, c'est partagé en morceaux équivalents entre chacun. Le troisième niveau, le niveau application, est en lien avec l'utilisation de la connaissance, qui peut passer par la résolution d'une situation simple ou par la formulation d'un exemple relatif au contenu découvert. Dans ce cas, l'apprenant est capable d'utiliser le principe pour résoudre un défi. Devant la question « partage ce sachet de manière équitable entre les 3 enfants de la famille », il est capable d'apporter une solution qui fait référence au principe étudié, ici la fraction. L'analyse va amener l'apprenant plus loin. Il doit en effet traiter une situation plus large, par exemple une étude de cas, qui lui demande des capacités d'inférence qui l'amènent à comparer, distinguer et à établir des liens à partir des connaissances découvertes. L'avant-dernier niveau concerne l'évaluation. Il demande à l'apprenant de prendre position et d'argumenter la réponse qu'il fournit. L'apprenant, dans ce cas, doit justifier pourquoi il choisit d'appliquer le principe ou non dans la situation donnée. Par exemple, il y a 3 fractions possibles pour résoudre le problème. Choisis la fraction correcte et explique pourquoi tu la juges adéquate. Enfin, dernier niveau, la création est en lien avec le principe de synthèse. Elle consiste en effet à élaborer un nouveau contenu à partir de la connaissance qui a été découverte. On peut imaginer que l'élève propose une situation, invente une situation où le principe est intéressant à utiliser. Invente un problème concret avec une fraction, par exemple. Le schéma de la diapositive montre clairement que les niveaux supérieurs reposent sur les niveaux inférieurs. Nous pensons, comme Rugirs et Gérard, qu'amener les élèves à être compétents, c'est travailler sur tous les niveaux taxonomiques et faire en sorte que les élèves puissent progressivement maîtriser les capacités de haut niveau sur le plan cognitif, mais en ayant la possibilité de se reposer sur les niveaux plus fondamentaux. Donc, cette démarche est finalement assez simple à utiliser. Oui. Il est cependant important pour l'enseignant d'avoir en tête que le développement de compétences ne passe pas que par des faits, énoncer le nom des couleurs primaires, mais aussi des structures, quels sont les différents modèles d'apprentissage et les liens qui les associent, des savoir-faire, maîtriser la technique de la compensation dans l'addition, et enfin des connaissances métacognitives, c'est-à-dire la connaissance que nous avons de nos stratégies,
qui nous aident à apprendre et qui rendent parfois difficile notre apprentissage. Par exemple, les stratégies efficaces de prise de notes en sont un bon exemple. On sait par ailleurs, quand on s'appuie sur les travaux de Hattie, que les stratégies métacognitives ont une importance capitale sur l'apprentissage, une taille d'effet de 0,53. Si on croise la taxonomie de Bloom, en vertical dans le tableau, et ces types de connaissances, les faits, les concepts, les procédures, les démarches métacognitives, présentées horizontalement dans le tableau, on peut clairement mettre en évidence que la capacité se développe toujours en relation avec un savoir particulier, et non pas dans l'absolu. On parle également beaucoup du contexte. Oui, exactement. Prenons l'objectif suivant, construire des figures géométriques simples. On peut envisager d'exercer la capacité de construction dans différentes situations concrètes, dans des situations de pliage, avec des techniques d'origami. C'est l'exemple 1. De recouvrement avec le jeu du tangram. C'est l'exemple 2. À l'aide d'un logiciel de dessin. L'exemple 3. Ou même encore avec du papier et un crayon. Être compétent signifie être capable d'exercer la capacité en articulant différents types de savoirs dans des contextes variés, qui correspondent aux conditions réelles dans lesquelles s'exercent ces opérations avec les savoirs. On peut ainsi schématiser la définition de la compétence en nous appuyant sur la représentation de Lebrun. Celle-ci met clairement en évidence que la compétence s'articule autour de capacités qui correspondent aux opérations mentales, de contenus, différents types de savoirs, et enfin des contextes, situations dans lesquelles les capacités s'exercent sur les contenus. En multipliant les contextes, l'enseignant, le formateur, va faciliter le transfert. Il donne l'occasion à l'élève de savoir quand et pourquoi il peut mobiliser ses compétences. Donc là, on vient de voir que la première étape passe par l'identification de la compétence à développer. Mais comment l'enseignant, comment le formateur peut-il être guidé dans la création de tâches pour travailler cette compétence ? Il nous semble intéressant, en nous référant à Hattie, de mettre en relation l'élaboration de tâches avec le développement de la créativité, dans la mesure où celle-ci induit généralement des effets positifs sur l'apprentissage, de l'ordre de 0,65 en moyenne. Dans sa méga-analyse, Hattie relève d'ailleurs que les effets relatifs à la créativité peuvent varier en fonction du domaine. Ils sont particulièrement importants en mathématiques, 0,89, en sciences, 0,78, et dans une moindre mesure en lecture, 0,48.